on s'en lasse pas de notre petite musique de la scène liquide. Omnivore, re-bienvenue. C'est déjà le deuxième. Euh, quand je vous vois tous les deux, il y a tellement d'amour à chaque fois qu'on est avec vous que je perds mes mots. Kenz et le Sobrelier, on peut les applaudir s'il vous plaît, même si on n'est pas beaucoup. Bonjour. Kenz et le Sobrelier, Bonjour. titre du prochain manga que tu vas nous dessiner. Hein. Ouais, Moi, je ça. l'attends celui-là. Vous êtes là réunis tous les deux. Kenz, on t'a vu l'année dernière. Tu étais avec ta chef de Sepia tout à l'heure aussi sur la scène chef. Benoît, tu nous as fait l'immense honneur aussi de venir déjà 2 fois à Omnivore. On vous a réunis parce que vous êtes les deux chantres du sans alcool. Vous êtes ceux qui nous font boire du bon et du bien. Et on avait envie d'échanger cette année avec vous sur comment ça évolue tout ça. Et puis aussi, on avait envie de parler de votre actualité, parce qu'il y a Sepia et puis il y a des choses, Benoît, tu vas nous le dire dans quelques secondes. Peut-être on va commencer par ça, parce que c'est la grande nouvelle de l'année. Le Sobrelier itinérant a posé ses valises quelque part. Ouais. Effectivement, oui, après 1 an d'itinérance, où j'ai voulu m'offrir la possibilité de travailler avec différents chefs, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, puisque j'ai eu l'immense honneur et la chance d'avoir le soutien du restaurant Les Ventrus durant toute l'année qui s'est écoulée, dans le 19e arrondissement à Paris, en plein cœur du parc de la Villette, pour organiser les sobres repas. Cette année, j'ai eu l'opportunité de poser mes valises dans un lieu emblématique de la scène culinaire bellevilloise. Je reprends l'établissement Dame Jeanne, situé en plein quartier de Belleville, et je suis en train d'y installer ma sobrellerie. Ça veut dire pour toi, c'était d'avoir un lieu comme ça, de pouvoir établir, ça va te permettre de travailler autrement, de développer la production autrement. Qu'est-ce que ça va changer ? Alors ça va me permettre d'être plus régulier dans l'organisation des sobres repas notamment, qui cette fois-ci se tiendront toutes les semaines sur 2 formats différents. Une semaine, ce sera une chef ou un chef invité pour 3 jours, afin de pouvoir délivrer 3 sobres repas, vendredi soir, samedi soir et dimanche, de midi jusqu'à ce que les frigos soient épuisés. Et la semaine d'après, ce seront les productrices et les producteurs. Les personnes qui font fonctionner nos établissements de bouche et qu'on ne voit jamais. Sauf, et ça c'est bien déjà, on les voit sur quelques cartes de restaurants, on voit leurs noms, on les entend parfois. Mais je crois que c'est intéressant de les voir, et c'est intéressant aussi de les mettre à la lumière avec leur secret de cuisine. Comment est-ce qu'elles et comment est-ce qu'ils travaillent au quotidien, dans l'intimité de leur foyer, les produits qu'ils cultivent ou qu'elles cultivent. Donc tu vas faire cuisiner les producteurs. Ouais. Ou alors leur donner la possibilité de présenter les produits dans leur plus stricte naturalité. Et moi, toujours jouer de cette envie de faire des accords sur mesure pour accompagner chacune des propositions qui sera présentée lors de ces sobres repas. Comme toujours, tu prends des risques fous. Je ne sais pas si c'est fou, mais c'est un risque de toute façon, oui, de se lancer dans une aventure entrepreneuriale, si je puis dire. C'est effectivement un peu risqué, puisque c'est sans filet, je ne sais pas trop dans quoi on s'engage, mais je me lance avec la seule envie de faire, et on verra après si c'est sanctionné de retour positif ou non. À partir de quand est-ce qu'on peut venir chez Dame Jeanne ? On pourra venir à partir du 8 octobre pour l'ouverture officielle, en douceur. Et on pourra d'ores et déjà venir pour un événement ponctuel, une avant-première. La sobrellerie sera ouverte le vendredi 13 septembre pour y accueillir Isabelle Perrault, vigneronne dans le Beaujolais, et notamment fondatrice de l'association Paye-ton Pinard, ainsi que la chef Bérangère Boucher du restaurant Nomikai à Paris, qui vont, pour Bérangère, cuisiner des propositions de street food, de finger food, et pour Isabelle, qui proposera les vins du domaine Côte de la Meulière, les vins de Bruno et d'Isabelle, ainsi que quelques sobreuvages, tout ça afin de lever des fonds pour l'association Paye-ton Pinard.
Oui, parce que Isabelle était avec nous sur la scène l'année dernière. Elle était venue avec son avocate notamment nous expliquer le procès Bayon dont elle est, on peut pas dire autrement, victime. Enfin, alors on va le redire rapidement. Sébastien Riffaut, un vigneron de la Loire, du côté de Sancerre. On voit encore trop souvent sur les cartes de restaurants parisiens. On voit beaucoup et qui revient d'ailleurs beaucoup sur les cartes dernièrement, alors qu'il en avait été, qui a été dénoncé par une journaliste danoise. Il y a une plainte qui a été déposée à son Et Isabelle a relayé le travail de la journaliste et a été condamnée, et là de nouveau en appel, pour dénonciation calomnieuse. Enfin, je sais pas comment c'est pour diffamation. Exactement. Alors que les faits en fait sont avérés, ont été corroborés. Tout ça, le travail journalistique derrière a été fait de façon très sérieuse. Bref, aujourd'hui elle en a 35 000 euros sur le dos. Qui sont réclamés, c'est absurde. Comme on l'a rappelé, Isabelle n'a fait que, et c'est déjà beaucoup, n'a fait que porter le propos de ce média danois sur la scène informationnelle française, et en prenant toutes les précautions d'usage, donc pour rappeler évidemment que c'était des faits présumés, que la culpabilité de Sébastien Riffaut était présumée, et en dépit de tout cela, Isabelle se retrouve condamnée, avant même de se pourvoir en cassation, à payer 35 000 euros. Et c'est notamment pour ça qu'on va tenter de lever un peu plus de fonds, puisqu'Isabelle, de son côté, et plein de personnes de bonne volonté sont déjà en train d'œuvrer depuis quelques semaines à la collecte de sous pour pouvoir financer le bon fonctionnement de l'association et permettre à Isabelle de poursuivre les démarches en justice. C'est quel jour? Redis-nous. On vient vendredi 13. Vendredi 13 conjurer le mauvais sort. La semaine prochaine, à la Sobrellerie. C'est ça, et ce sera la buvette sorcière. La buvette sorcière, c'est beau. Je vais parler de l'événement. J'avais envie d'y aller, tiens. Cool, venez, toutes et tous. On se retrouve là-bas le 13 septembre. Pendant toi, tu viens pas d'ouvrir un lieu, ça fait combien de temps, Ken, que tu es chez Sepia, donc à Nantes? Écoute, je fête bientôt. Ah, si, il marche ou pas? Je sais pas. Mets-le un peu plus près de ta bouche, peut-être? Peut-être. Si, est-ce que ça marche comme ça, mon micro? Là, ça marche, je m'entends. On t'entend bien. C'est bon. Bien. Ouais, non, moi, je fête mes 3 ans chez Sepia bientôt. Je suis très content, mais Sepia, c'est donc un restaurant nantais qui a maintenant 5 ans d'existence et quelques poussières, et où on va retrouver du coup la cuisine de ma chef et patronne, Lucie Berthier-Gembara, qui est avec nous dans la salle ce midi. Et vraiment, et la foule se lève. Et elle va venir nous rejoindre tout à l'heure. On va lui poser des questions aussi. Pour savoir si tu es sage. Comment? Pour savoir si tu es sage. Oui, c'est parce que je t'ai pas ramené de bière nantaise aujourd'hui, c'est ça? C'est parce que je suis toujours pas venu les boire chez toi à Nantes, les bières. C'est très flatteur. Ça fait 3 ans donc que tu es là, et avec un travail, toi aussi, extrêmement poussé sur les sans alcool. Je ne sais jamais comment on doit dire. Allez, vous allez me corriger sur ça. Mais alors, en fait, c'est que... sans alcool, ça sonne pas très joli. C'est comme si on se privait de quelque chose. C'est plus que ça. C'est un milieu qui est tellement initiatique. On est chacun en train de travailler dans notre coin, et c'est vrai que c'est trop bien d'ailleurs de s'être rencontrés l'année dernière. Benoît et moi, on avait une scène, on se suivait sur les scènes liquides, et on parlait de la même chose qu'on faisait. On s'était jamais vus, jamais rencontrés, parce que chacun en fait, et on est plein à faire ça, Bouine dans son coin, il n'y a pas forcément, c'est encore un milieu qui est très initiatique. On est vraiment dans la quête, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de process à suivre, et donc on est encore sur vraiment en train de tâtonner tous chacun de notre côté, donc du coup c'est toujours intéressant de se croiser, et il n'y a pas vraiment de mots, de vrais mots qui devraient définir ce qu'on fait, à part certaines pistes que mon cher collègue il a commencé à envoyer, des saubreuvages, la saubrellerie. Je trouve que c'est assez sympa, il n'y a pas de terme péjoratif, il n'y a pas de terme amélioratif non plus. Je pense que ça fait très constat, mais on pourrait dire, on a le droit de dire accord soft, boisson soft. C'est pas non plus, même si c'est un anglicisme et tout, je trouve pas que ce soit péjoratif. C'est essentiel les mots, parce que c'est ça qui fait que les gens vont aller vers d'autres boissons ou pas, hors de ce côté punitif. C'est tout ton travail, le sobrelier, tous ces mots que tu as inventés. C'est une réflexion qui t'a nourri pendant très longtemps? Alors, très souvent, c'est spontané. Ça marque pas l'aboutissement d'une réflexion très longue. Ouais. Il y a une volonté, effectivement, de longue date à valoriser
un peu tout ce qui me passe par la main. Et tout ce qui me passe par la main, c'est dans l'intention de servir des personnes. Ouais. Et donc ce que je propose, j'ai envie que ce soit amené devant les convives de façon valorisante. En fait, comme tu le disais très justement tout à l'heure, en parlant de non-alcoolique ou de sans-alcool, Ouais. on valorise le rien, on valorise l'absence, ce qui me semble être une absurdité qui est parfaitement alignée avec l'air du temps, enfin avec une portion de ce qui est défendu de notre ère du temps. Mais la réalité, c'est qu'il est temps de s'ouvrir à d'autres paradigmes, à d'autres modèles de consommation, d'autres façons de faire la cuisine, de penser nos établissements de restauration, d'autres façons de faire société aussi, et donc d'autres façons de faire table. Tu vois, il y a quelque chose qui sera évident à la sombrellerie, c'est que sur table, il y aura un crachoir à chaque fois. Il y aura un crachoir pour pouvoir valoriser aussi cette possibilité de goûter sans forcément s'alcooliser. Ouais. Et ce faisant, on n'est pas en train de pointer du doigt la possibilité de s'alcooliser, on n'est pas en train de pointer du doigt les personnes qui voudraient goûter mais ne sont pas en mesure de s'alcooliser. En fait, on tente de rassembler un petit peu tout le monde autour d'un même point de rencontre. On ouvre le spectre, on élargit. On élargit. Chez Sepia, qu'est-ce qui a décidé comment est-ce que tout d'un coup il y a eu cette idée de travailler? C'est beaucoup de travail. Je rebondis littéralement du coup sur ce que Benoît il a dit, parce qu'en fait, en effet, on répond à une demande. Tu vois, on est des artisans. C'est vraiment la différence entre l'artisan et l'artiste, où tu as l'artiste qui va venir offrir, qui va venir proposer, qui a bossé entre guillemets pour lui. Tu vois, c'est un peu ce côté-là, l'écrivain qui il est seul dans son coin et c'est lui qui propose, c'est lui qui a une idée. Nous, on est vraiment, enfin, je pense, en tout cas avec Benoît, qu'on est des artisans. C'est-à-dire que c'est une demande. Moi, c'est beaucoup de gens qui sont venus me demander en mode, bah oui, mais nous. Tu vois, et en fait, et petit à petit, à force que tant de personnes viennent nous demander, c'est là où on vient répondre. En fait, on a, c'est vraiment voilà, la réponse à la question, l'accord Messov, c'est vraiment la réponse. Et dans ce cadre-là, où on est comme des artisans à réaliser des commandes sur des demandes, tu vois, je reprends l'accord qu'on a fait tout à l'heure avec Lucie sur la scène chef, où j'ai une aubergine. Avec l'ajo blanco, la soupe d'amande dont je vous parlais tout à l'heure, à accorder. La demande, c'est l'aubergine. Et ici, on doit trouver une réponse sur les softs, quoi, sur l'accord soft, alors sur les saubreuvages. Alors il faut certes, évidemment, entendre ce que les gens, ce à quoi les gens aspirent, mais il faut aussi, et ça je pense que c'est l'un des rôles des personnes qui œuvrent dans l'univers de la restauration, on a un rôle de prescriptrice et de prescripteur. Ouais, on bosse pour C'est-à-dire qu'on doit non seulement répondre effectivement à des demandes, mais on doit aussi induire de nouvelles façons de faire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut venir avec des propositions auxquelles les personnes n'ont pas forcément pensé. Et dans le travail que je tente de faire, je m'autorise la liberté d'injecter un petit peu de ce que les gens n'ont pas demandé pour douceur les amener vers à emprunter un chemin de consommation qui me semble être plus cohérent avec le moment. Vous partagez tous les deux un rapport, tout ça s'est développé dans un rapport de complicité avec une chef, avec des chefs. Cet échange-là, on comprend bien, c'est l'accord, c'est l'accompagnement. Mais en même temps, votre travail, c'est un travail de création qui se rapproche de celui des cuisiniers. Les sommeliers, d'habitude, ils débouchent. Vous cuisinez, vous cuisinez des breuvages. Les sommelières et les sommeliers sélectionnent aussi. Ouais, c'est vraiment en fait, vous avez quand même un boulot un petit peu. C'est nouveau, ça aussi. Oui, bien sûr. Ça ajoute un truc. Il faut savoir. Tu as un laboratoire. Toi aussi, vous partez de zéro. C'est ça. Ouais, c'est vraiment. C'est très très empirique comme démarche. Il y a évidemment des idées qui précèdent à la réalisation, mais très souvent, et surtout dans le cadre des travaux en fermentation, c'est beaucoup d'enrichissement de chaque essai pour ensuite aboutir à la réalisation d'une recette qui lui succède. Ouais. C'est là où je disais que c'était initiatique aussi, tu sais, genre dans cette idée-là, parce qu'en fait, nous on grandit avec les accords, tu sais. C'est vraiment dans cette idée où on forge notre propre expérience d'essai.
où alors il n'y a pas forcément de livres ou d'ouvrages références, tu sais, sur l'accord soft, etc. Et en fait, on est obligé d'aller chercher sur différents tableaux, alors avec la science pour les fermentations, pour aller chercher des palettes de couleurs, parce que tu vois, on va travailler sur les textures, on va travailler sur les couleurs de jus, on va travailler sur la mixité des goûts. Et donc tout ça, en fait, sachant qu'on n'a pas un référentiel comme tous les cuisiniers ils ont, et du coup, on s'inspire de nos expériences. Et comme tu dis, je trouve, en tout cas, de mon côté, moi, dans mon petit coin, chaque breuvage, à chaque fois que tu en fais un, à chaque fois tu l'améliores, tu le retravailles, et en fait, et on arrive à un aboutissement à la fois d'un produit fini, exploitable, mais à la fois, nous, enrichissement personnel, c'est ultra stimulant de faire des accords soft. Ultra stimulant. Le but, c'est pas non plus de faire une boisson et elle est fixe. Ces boissons, elles sont vivantes, elles sont comme des recettes, elles évoluent. Il n'y a pas la bouteille du sobrelier parfum banane et la bouteille du sobrelier parfum poivron. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas un produit qu'on va trouver dans les magasins, c'est quelque chose de vivant. Non, oui, exactement. D'autant plus que, tu vois, il y a effectivement le cadre de travail avec les chefs que j'accompagne encore régulièrement et de plus en plus à compter du mois d'octobre. Mais il y a aussi un accompagnement des maraîchères, des maraîchers, des productrices et des producteurs de végétaux. Je ne travaille que des végétaux, puisque ma volonté, c'est de faire une proposition plus inclusive. Je ne vais pas proposer du non-alcoolique pour ensuite exclure les véganes, les végétariens. Oui, après toutes les confessions différentes, si tu te retrouves avec des viandes, tout ça j'exclus. D'autant plus qu'en cuisine, c'est beaucoup plus facile de valoriser des parures de protéines animales que des parures de légumes qui ne paraissent pas sexy. Produits végétaux. Ouais. Mais donc tout ça pour dire que oui, je mets un point d'honneur désormais à vraiment m'imposer cette contrainte positive supplémentaire, c'est de composer uniquement avec des produits en provenance d'un environnement circonscrit à l'Île-de-France. Pour la majorité d'entre les produits, il m'arrive de continuer à travailler le riz de Camargue, de travailler les olives qui viennent du Var et de travailler quelques agrumes en provenance du bassin méditerranéen, en France toujours. Mais le fait d'avoir ce cadre francilien, ça m'impose de travailler uniquement avec ce qui est disponible au champ. Et à partir de là, ça me permet aussi d'envisager pour chaque boisson une identité de terroir finalement. Et de travailler avec des... Thomas Deck tout à l'heure parlait des levures indigènes. Moi je ne travaille qu'en levure indigène, je n'ajoute pas de sucre, il n'y a aucun intrant, il n'y a pas de sel. En fait, le sel qu'on obtient dans les boissons que je peux offrir à la dégustation, c'est le sel issu de la minéralisation de la boisson au fil de la fermentation. Et on arrive nécessairement à des profils de boissons fermentées totalement singulières. On n'est pas du tout dans ce registre très standardisé du kombucha, du kéfir, de la ginger beer, qui sont des boissons qui sont appréciables et qui sont pleines de qualité, mais qui cependant, étant basées sur le principe de culture de levures et de bactéries symbiotiques, offrent finalement des palettes de saveurs fermentaires très standardisées. Très fermées. Et un sobrelier nature. Je suis un sobrelier de toute façon, par essence. Et ça, c'est l'avantage d'avoir fait émerger le mot. Ça ne peut faire que des choses sans intrants, sans ajout. Et si on ne fait pas ça, on ne peut pas être sobrelier. Il y avait une personne très philosophe qui disait le goût, le goût, le goût. Hein, je pense qu'on peut aller plus loin. Le goût, c'est la porte d'entrée. Et il faut véhiculer des valeurs un peu plus fortes. Il faut parti pris. Pas juste le goût, les couleurs, sinon on reste dans la subjectivité. Il faut tenter de créer plus de se rassembler autour de valeurs plus communes. Et moi, c'est ce que je disais justement, ce qui est très intéressant et ce qui est très encore stimulant sur les accords soft, c'est le fait d'aller chercher un parti pris. Parce que dans le vin, en tout cas, c'est visible. Tu sais, tu peux faire un accord facile, un vin sec sur du poisson. Voilà, et il y a les accords faciles. Alors pas de prise de risque et du coup, vraiment pas d'intérêt. Et ce qui est très intéressant justement dans les softs, c'est qu'à l'inverse de faire le bibliothécaire, là tu sais, de prendre ta référence qui va aller sur tel plat, là on écrit les pages et ça permet de prendre des parties qui sont vraiment, pris, clivant, peut-être, ça plaît pas, mais ça fait réagir. Et tu vois, et ce côté-là, c'est là où je trouve que c'est intéressant de pouvoir travailler sur autant de textures, autant de végétaux, hein, c'est de pouvoir aller chercher vraiment une full expression et en fait le parti pris, qui plaise ou non, du coup il fait réagir et ça devient intéressant.
Chez Sepia, c'est vraiment tout ce travail-là qui est. On va l'appeler, hein, on va demander à Lucie de venir parce que ça va. Tu veux bien? C'est chouette, merci. J'ai un micro pour toi. Bah, c'est ça, la cuisine de Lucie, elle est très parti pris, elle est très marquée en saveur. Et donc on va applaudir, parce que, encore une fois, Lucie, Berthier, Jean Barra. Merci, tu étais sur la scène chef tout à l'heure, sur la grande scène. Ça s'est bien passé, il était gentil, Aitor, ça a été? Oui, Aitor est top et tout s'est bien passé. Oui, ça va rester encore. En fait, c'est intéressant que tu sois là et c'est aussi en regard de ta façon de travailler. Tu l'as dit dans ton année d'itinérance. Là, c'était tout un travail avec les chefs. C'est un discours, c'est une conversation. Et c'est ce que vous faites chez Sepia. C'est vraiment une conversation avec Kenz. Comment ça se passe concrètement, en fait? Alors, chez nous, c'est quand même très intense le travail parce qu'on est un peu comme une famille. Donc, voilà, parfois il passe, il voit dans la cuisine qu'il y a peut-être les pots de poivrons. Garde-moi les poivrons, là-bas. Oui. Voilà, il y a 2-3 trucs qui traînent comme ça. Il vient, il prend une cuillère, il goûte, il me dit qu'est-ce qu'on fait de ça, machin. Donc parfois il essaye de me piquer ma mise en place parce que nous on réutilise aussi beaucoup de choses. Donc de temps en temps il passe, hop, tu sais qu'il a shippé un truc. Bon, ok, on le laisse faire quand même. Des fois c'est l'inverse, hein. Des fois c'est toi qui viens de donner des boissons comme celle-ci. Ça oui. C'est comme Benoît vient de vous expliquer, le sel issu de la minéralisation des fermentations. Des produits sous fermentation. Lucie ici, elle a préparé une haute pastèque fermentée, enfin des pastèques fermentées, j'ai récupéré l'eau, et donc du coup c'est un petit peu iodé. Est-ce que c'est fermenté avec du sel à la base? En fait, c'est pas le sel de la seule minéralisation, c'est le sel aussi du principe de lactofermentation. C'est ça. On va les goûter, les gens, on va faire goûter. Merci, Kenz. Oui, alors tu disais. Et c'est vrai qu'il s'agit beaucoup d'échanges en fait. C'est comme voilà, j'ai fait tel truc aujourd'hui, je sais pas quoi faire de ça, et lui il vient, il va me dire j'ai besoin de tel goût, j'aimerais aller vers telle chose. C'est vraiment un échange. Après c'est. Et comment ça a démarré? C'est lui qui t'a dit on a besoin de sans alcool? C'est toi qui lui as dit là il faut qu'on fasse quelque chose? Comment c'est né? Alors les 2 premières années, on n'avait pas forcément d'offres sans alcool. Du coup, avant que Kenz nous rejoigne. Donc on était sur des softs et des trucs qui sont un peu qu'on n'a pas envie de boire au restaurant, comme soit des trucs de comment on dit, soda ou des trucs comme ça, ou alors c'est des jus d'orange, bref. Des trucs pleins de sucre. Voilà, exactement. Et surtout qui ne correspond pas avec ce qu'on fait et que quand tu manges, c'est complètement déconnant. Donc on s'est mis à réfléchir et à se dire, ok, il faut vraiment que on trouve quelque chose pour trouver, comme toi tu disais tout à l'heure, une espèce d'alternative et une réponse en fait pour les gens et quelque chose d'inclusif surtout pour éviter de mettre encore une fois des gens en dehors du moment qui sont en train de passer chez nous. Et rapidement, parce que lui il aime bien ça aussi, il a brodé autour et on s'est dit ok, on rajoute un petit peu de ça qui traîne de chez moi et j'adore faire ça. Et on est en cuisine ouverte, donc en fait on se voit tout le temps et ça permet aussi de jeter des trucs. Il faut dire pour ceux qui n'étaient pas sur la scène chef, ton approche, tu as une cuisine, il y a de la naturalité aussi. Enfin, il y a une façon de concevoir le produit, de travailler dans tes assiettes, dans tes plats. Ça fait sens. Oui. C'est un prolongement. Enfin, oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. C'est que du coup, ça nous permet vraiment d'avoir voilà une espèce intertextualité, quelque chose qui tu vois, ça se matche quoi. Et après, par exemple, dans les parties pris que je disais, par exemple ici, là, ce que vous êtes en train de boire, c'est un accord qui va aller sur une assiette que Lucie prépare avec des éléments qui sont récupérés du reste des produits de la carte. Et le jeu qu'on aime bien faire à Sepia, c'est justement d'aller chercher des textures qui ne font pas forcément partie de l'assiette. Accord facile, la tomate, ça va bien avec la tomate. Bon, jusque-là, tout va bien. L'idée, c'est d'ailleurs réutiliser les produits du reste de la carte sur une assiette donc, différente. Et par exemple, sur une assiette que Lucie a créée, en premier temps, vous avez grignoté de la tomate, vous la retrouvez sous une autre forme. Par exemple, là-dedans, ici, vous avez une extraction d'eau de tomate, feta et eau de concombre. Et en fait, on la retrouve 3 temps plus tard sur l'aubergine que Lucie a servi ce matin. Donc une aubergine qui est torréfiée, calcinée voilà, sur les extérieurs. C'est gourmand à l'intérieur. Il y a la petite eau de tomate qui fait du bien avec un crouton de pain à l'ail ici qui va tirer un peu, basilic, un poil. Sirop de poivron, oignon caramélisé de tête et la fameuse eau de pastèque issue de la lacto que je viens de te faire goûter. Et donc là où on a du sel qui va venir en fait stabiliser la prep. Et donc ça on colle ça sur justement un plat chaud avec les marqueurs de la carte de Lucie. C'est un peu l'idée de l'Accord Soft ici. Tu disais tout à l'heure, et c'est un peu une question pour tous les deux, les parures de légumes, etc. Donc on a tout de suite cette image qu'en fait, ce qui ne va pas à la poubelle, on va le prendre, on va faire des boissons.
c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, On est d'accord. Enfin, Je sais pas qui. Oui, valorisation, Oui, c'est pas les épluchures de patates seulement. Enfin, si, ça peut être Oui, ça. en fait, si, mais c'est pas. Enfin, on ne prend pas les épluchures pour les passer à l'extracteur de jus et en obtenir un jus. Enfin, tout du moins, c'est pas comme ça que j'envisage le travail autour de ces parures. Mais partant du principe que les produits qu'on travaille au restaurant sont bien sourcés, donc qui sont issus d'une agriculture conduite sans intrants, sans chimie, ça veut dire qu'il y a de la vie sur les peaux. Et entre autres signes de vie sur les peaux, il y a les levures, il y a les bactéries qui, lorsque l'on veut recourir à une technique de fermentation, sont capitales. Et donc ça peut permettre de constituer des levains pour ensuite enclencher la fermentation de certaines boissons qui, elles, sont un peu plus déchargées de fleurs levuriennes ou bactériennes. Les peaux de pommes de terre, moi, il m'arrive de les travailler en les faisant torréfier et après en les mettant à macérer. Ça permet de décharger un petit peu d'amidon de la peau de pomme de terre pour apporter un peu de nappance à la boisson. Les notes de torréfaction, elles peuvent permettre aussi d'orienter la boisson vers un profil un peu plus empyromatique qui peut être intéressant en accompagnement dans la boisson d'autres ingrédients qui marqueront un peu plus intensément la tendance hydrocarbure que pourra révéler le breuvage. Combien de temps, allez, j'imagine qu'il n'y a pas un chiffre comme ça, mais combien de temps vous mettez tous les deux à concevoir combien de temps ça met d'arriver à mettre au point une boisson ça peut parfois être des semaines, des mois. Des mois. Ouais. En fait, la conception, envisager une recette et un assortiment d'ingrédients qui vont se rencontrer pour entrer dans le cadre d'élaboration d'une boisson. Encore aujourd'hui, ça va assez vite pour moi, même si je vieillis et même si je suis un peu moins réactif sur beaucoup de choses. Mais ça va assez vite. Après, le temps d'élaboration, la fermentation prend son temps. Je brusque rien, donc ça peut prendre 2 jours parfois pour qu'une fermentation soit conduite à un point très satisfaisant. Ça peut parfois s'étendre sur 10 à 15 jours. Et après, il y a toute la phase de stabilisation, de filtrage, les différents soutirages, le temps aussi de vieillissement important, d'évolution, de petite évolution qui va permettre de stabiliser la boisson. Donc aujourd'hui, je dirais qu'une boisson est prête à boire, de mon côté, entre 20 jours et 2 mois. On ne se rend pas compte, évidemment. Tout ça, ça a l'air facile. Il ne faut pas s'en rendre compte. On a mis des autres tomates et puis c'est bon. Et on attend. C'est important de ne pas s'en rendre compte en réalité. Là, tu poses la question, donc on le dit, mais je repense à ce que Benoît Deck disait tout à l'heure au sujet de son approche de la bière. Enfin, ce qui est intéressant pour les personnes qui viennent nous voir pour consommer ces boissons, c'est de passer un moment qui saura les satisfaire. Et après, tout le discours, toute l'intention, toute la charge émotionnelle, parce que philosophique, politique qu'il peut y avoir derrière, c'est après. C'est à la discrétion de chaque personne qui voudra bien faire le travail de recherche. Mais après, il faut que les choses soient posées très simplement. Angoisse, tu dis, c'est... Bah oui, parce que tu imagines pendant 2 mois, donc par exemple sur des produits fermentaires, ça peut partir à l'endroit où tu n'as pas du tout envie que ça aille, mais voilà, à la moindre minute, sur 2 mois. Hein, donc du coup, c'est vraiment, entre guillemets, bon, même si voilà, on sait faire, etc. Et on a nos dosages aboutis. On travaille avec la nature, hein, donc mine de rien, des fois, il nous fait des petites surprises. Et alors, des fois, ça fait des belles surprises, des fois, moins. Et c'est comme ça qu'on apprend. De toute façon, dans tous les cas, ça marche pas, on apprend. Ce qu'on est en train de goûter maintenant, c'est quoi ? Alors là, ce qu'on goûte, c'est donc un pan con tomaté, mais à boire, avec justement ce que je racontais. Lucie, elle a une ferme à Nantes de 14 000 m², donc ça commence quand même, hein, et où elle va venir faire pousser des dizaines et des dizaines de légumes qu'on va réutiliser dans le restaurant ensuite. Et c'est cette idée-là, en fait, d'aller vraiment faire un circuit court, une économie circulaire, entre guillemets, dans cette idée où on va réutiliser ici dans le pan con tomaté les tomates de Lucie qu'on a extraites, dont on a extrait l'eau, quelques concombres, l'eau de pastèque aussi, elle a des mini pastèques qu'elle va venir faire fermenter, dont on va récupérer l'eau, et puis ensuite je vais accorder ça avec un petit pain à la grillé, fermenté, macéré dans un thé fumé, et on va rajouter caramel de poivron aux oignons brûlés.
Et ici, on a donc du coup un espèce de petit pan conto maté qui est extrêmement doux et qui va donc du coup sur une aubergine grillée, torréfiée avec une crème d'amande douce, là, gourmand. Hein, donc ça va te mettre ton petit coup frais. Et tout ce que moi je vais pas réutiliser sur toutes les parures, notamment voilà, les pots de patates et tout. Derrière, nous on va préparer ça pour renvoyer ça à la ferme. Des poules, des biquettes, des chiens, il y en a partout dans la ferme de Lucie. Et donc du coup, ça va revenir en fait à la nature et on continue en fait. Et ça redémarre pour une nouvelle année à chaque fois. On comprend que les boissons sont liées au plat pour les compléter. Ouais. Est-ce que toi, Lucie, de ton côté, il y a des choses qu'il a lui préparées qui t'ont fait imaginer d'autres choses derrière? Est-ce que ça va dans les deux sens? Toutes. Alors, je réfléchis, mais là, comme ça, pas forcément. Autant ça peut. C'est pas comme forcément une impulsion d'idée ou comme. Mais on arrive à travailler ensemble et peut-être à dire que, ok, ce goût-là est intéressant ou tu lèves quelque chose d'intéressant qu'on pourrait peut-être élever le plat et faire autre chose dans la recette et la transformer et la faire évoluer un petit peu pour coller au mieux ensemble. C'est plus dans ce sens-là, je pense. Ouais, c'est des top lines en fait. C'est vraiment cette idée-là où tu sais, ah ouais, c'est vectorial. Là, on a un truc. Tu sais, on a une piste et tout. Et après, bon, on a notre vecteur. Et puis après, il n'y a plus qu'à enrober. On a notre mannequin fil de fer. Et puis maintenant, il faut lui donner vie. Il faut venir mettre un petit peu d'argile, tout créer, tout autre. Mais de base, on a justement le petit mannequin fil de fer au début. Parce qu'au départ, tous les deux, c'est comme ça aussi. Alors, en tout cas, que je l'ai reçu, moi, mais vous accompagnez. Quand vous en parlez, vous avez des boissons qui vont venir accompagner autrement le plat. Mais en même temps, toi aussi, tu as vu des chefs qui se sont ouverts à d'autres choses grâce à la sobrellerie. Moi, Je sais que tu vas pas t'en vanter, mais, non, mais je le fais pour toi. À vrai dire, je sais, non. En fait, je ne saurais pas parler à la place des personnes avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait l'honneur que j'aurais jamais soupçonné de venir travailler avec moi. Et je saurais pas dire si certaines d'entre les choses que j'ai travaillées les auront ouvertes ou ouverts à d'autres façons d'envisager leur plat. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un temps d'échange, évidemment. Et il y a une construction plus facilement qu'à l'époque où je résumais mon travail de façon pas justifiée à la sphère alcoolique. Là, ce travail autour de la boisson faite au restaurant, et à vrai dire, je crois que c'est peut-être ça davantage que le fait qu'elles sont non alcooliques, c'est le fait d'avoir de nouveau, en plus de ce qui est solide, d'avoir quelque chose d'autre qui est fabriqué sur place. Et ça, nécessairement, ça renforce le dialogue, ça renforce l'identité de lieu, ouais. ça renforce la signature finalement de l'établissement de bouche dans lequel on se rend. Et je crois qu'au-delà de toutes les autres formes de considération, puisque chacun travaille un petit peu à sa manière, et c'est normal, ce qui est capital, c'est peut-être le socle commun à cette volonté de faire de la boisson sur place, qui permet d'étendre finalement les collaborations, la compréhension entre les équipes et de fait pour les convives en bout de course, ça leur permet d'avoir une expérience d'autant plus singulière. Oui, puis ils aiment bien, et tout le monde d'ailleurs aime bien vraiment voir faire, hein, créer, fabriquer, utiliser les mains, vraiment ce verbe qui est ultra important. Et d'ailleurs, toi le premier qui invite des producteurs littéralement à travailler leurs propres légumes. Parce que nous aussi, hein, voilà, moi j'aime bien les vignerons, aller les voir, aller faire les vendanges, aller tailler les vignes, parce que vraiment c'est vrai que faire c'est ultra important, mais et vraiment dans cette décennie là des boissons, faire c'est ultra important. Voir faire. C'est bien qu'on les ait goûtés ici, mais c'est la preuve. Tu viens de nous l'expliquer qu'il faut aller chez vous, il faut aller à Nantes, chez Sepia, il faut venir à la sobrellerie à partir du 8 octobre. Et puis vendredi 13 pour soutenir Isabelle Perrault. Donc on vient à Nantes. Merci. En plus, je viendrai boire de la bière aussi. Ah ouais. Alors on viendra. Est-ce qu'on peut applaudir Lucie Berthier-Gimbara, Kenz, le sobrelier. On viendra vous rendre visite. Un immense merci d'avoir été là. Merci C'était beaucoup. formidable. Dans 5 minutes, ou en tout cas le temps de s'installer. Et Charlène Cabioche va venir faire des cocktails avec du café. Oh, à tout à l'heure.